l'objet de mon intervention tourne autour du végétal et quelles sont les réponses végétales sur les espaces destinés à un usage sportif. Ma présentation a pour objectif 1 de recentrer qu'est-ce qu'un terrain de sport, comment on le définit, et secondo, de savoir quels sont les moyens aujourd'hui, les stratégies végétales que je peux mettre en place, moi, en tant que collectivité, pour tendre vers les objectifs du Grenelle de l'environnement, moins d'intrants, donc moins d'engrais, moins de chimie, moins de phyto, et également une gestion raisonnée de l'utilisation de la ressource en eau. Et il y a l'aspect pollution de cette ressource, mais il y a aussi l'utilisation raisonnée, raisonnable de cette ressource. Un terrain, ça se prépare pour accueillir des événements, c'est l'espace de jeu, une plante, un milieu, des garçons qui la piétinent, qui la maltraitent, dans des périodes qui ne sont pas forcément favorables, l'hiver. Donc là, on est au printemps, mais c'est tous les enjeux que vous, gestionnaires, vous devez mettre et compiler pour garantir des espaces de jeu, je dirais, où le plaisir prévaut. Donc là aussi, la gestion différenciée sur espace sportif existe. Il y a des terrains d'honneur, il y a des terrains d'entraînement, il y a des plaines de jeu. Il faut aussi savoir les identifier. Donc il y a une réelle réflexion autour de ces équipements sportifs et de l'offre et de l'objectif qu'a la collectivité ou la communauté de communes à offrir en termes d'espace de jeu. Les fondamentaux de construction. Vous avez des espaces de jeu. Demain, vous décidez de refaire un terrain ou de l'améliorer. Premier axe, il y a des normes. Être dans une démarche écologique et raisonnée, c'est déjà réfléchir comment est construit mon terrain et quelles sont les voies d'amélioration de ce dernier, plus particulièrement pour l'assainir et le drainer. L'une des grosses problématiques des terrains de sport dans nos campagnes, c'est que les terrains sont mal drainés ou pas drainés, les surfaces de jeu manquent de perméabilité, dès lors vous mouillez, vous avez des joueurs dessus et les sols se déstructurent et du coup les plantes disparaissent. Et derrière viennent des plantes plus rustiques qui viennent occuper l'espace. Ensuite, il y a les spécificités des sports. Vous avez ici du rugby. Effectivement, le rugby impacte différemment que le football. Ce qui va faire la rusticité du tapis végétal, c'est ni plus ni moins l'ancrage de la graminée, c'est-à-dire sa capacité à explorer le sol par son système racinaire. Mais pour qu'une plante s'enracine, il faut que le sol soit réceptif. Première étape, il ne faut pas qu'il soit compact. Un sol qui est dur, qui est compacté, forcément, la plante ne pourra pas y développer ses racines. C'est comme ça. Comment faire pour ne pas avoir de sol compacté? C'est amender, c'est améliorer les qualités physiques, organiques du sol pour rendre ce milieu plus attractif pour l'exploration racinaire. Et là, je suis complètement dans l'écologie. Une plante, un milieu, configurer le milieu, puisqu'on a un milieu artificiel, pour que la plante s'épanouisse. Et après, cette plante, c'est bien la choisir par rapport à la contrainte. Vous avez un exemple, là, ces photos, vous avez dû tous déjà au moins les voir une fois. Là, effectivement, il y a souci. Et le risque là, il est le risque joueur. Pour ma part, à ce niveau-là, c'est l'arrachement ligamenteux, c'est risque au niveau des cervicales pour les joueurs, etc. Alors, à ce niveau-là, bien sûr que c'est pris en compte, mais chez vous aussi. Là aussi, vous, en tant que gestionnaire de terrain de sport, vous devez garantir la sécurité des usagers. D'accord ? La couche de jeu, que dit les textes? La couche de jeu doit assurer la sécurité des joueurs. Et autre élément qu'il ne faut pas oublier, de ne présenter aucun risque toxique. Dès lors, vous devez, dans tous vos protocoles, mieux les encadrer, alors que ce soit les protocoles chimiques pour lutter contre une maladie ou que ce soit pour les protocoles de nutrition, il faut bien veiller à avoir, je dirais, des sas techniques pour pouvoir intervenir sans public. Inconcevable de mettre l'engrais à 15 heures et d'avoir un entraînement à 18 heures. Donc un terrain de sport à la norme, c'est un terrain où il y a un drainage primaire et un terrain où on vient recouper avec un drainage secondaire pour favoriser le flux d'eau. Donc vous voyez que l'un des principaux objectifs de la norme terrain de sport, c'est avant tout d'assainir. Gros problème, c'est que derrière, forcément, je ne tiens pas l'eau. Donc l'hiver, j'assainis, mais l'été, j'ai quelques soucis pour y tenir l'eau. Et c'est comme ça que sont faits nos terrains de sport quand on est dans la norme de construction. La couche de jeu,
c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce que vous en connaissez de vos terrains dans vos collectivités. C'est important de connaître comment sont faits nos terrains pour derrière déclencher une procédure de maintenance. Là aussi, tous les terrains ne s'entretiennent pas de la même façon. Ça va dépendre comment ils ont été construits, ça va dépendre comment ils sont arrosés, ça va dépendre de la nature des plantes, etc. Donc là aussi, cette nécessité d'évaluation amont, c'est-à-dire de phase d'étude sur terrain, est essentielle. C'est tout ça, être dans une démarche éco-responsable sur terrain de sport. C'est rentrer dans cette démarche de progrès, configurer la plante dans une approche la plus raisonnée et raisonnable, faire appel à la logique, faire appel également aux fondamentaux de l'agronomie. Ce qui fait la force d'un terrain, c'est ce qu'on voit dessous là, hein, c'est les racines. Hein. Si vous voulez avoir un terrain qui résiste bien et qui ne se décolonise pas, c'est-à-dire qui perd de la densité l'hiver, ben c'est favoriser l'enracinement. Donc clairement, c'est souvent là où on a défaut sur nos petits stades, non pas par, je dirais, manque d'intervention, de maintenance de la part des agents, non, souvent par un sol qui n'est pas configuré pour le développement cohérent d'une graminée et du végétal. Autre point, c'est les recommandations d'utilisation d'un terrain naturel. Donc ça, fascicule 35, pour les jeunes des collectivités, c'est ce que vous retrouvez. Donc quand on lit ça, effectivement, vous voyez que l'hiver, c'est compliqué, si je m'en tiens aux règles de l'art, de pratiquer du foot et du rugby sur nos terrains de sport. Sol saturé en eau interdit. Qui cet hiver n'a pas joué sur un terrain saturé en eau? Ça veut dire que là derrière, les terrains ils se déstructurent. Un sol déstructuré impacte sur le végétal et le végétal disparaît. Donc en fait, la stratégie s'appuie sur l'assemblage de différents points. Premier point, le sol. Le sol, milieu nourricier. Ce sol, l'évaluer, le connaître. La norme terrain de sport, c'est clair. Demain, vous voulez mettre votre terrain à la norme, 70% de sable. Donc après, il faut faire avec. Mais après, quand j'ai évalué ça, ben, est-ce que ça vaut le coup de mettre du sable? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de mettre du sable? Est-ce que ça vaut le coup de l'amender, le terrain? Ou est-ce que ça ne vaut pas le coup de le faire? Quel va être l'impact financier? Quel va être le retour sur investissement par rapport au comportement des plantes? Si je n'ai pas la possibilité de sabler, quelle plante se comportera mieux sur ce type de sol? Vous voyez? Et dans ce cas-là, je ne choisirai pas tout à fait les mêmes plantes. D'où l'intérêt d'évaluer. L'autre point, le choix des graminées. Ben, le choix des graminées se fait par rapport à l'espace lui-même, la configuration environnementale et le sol. L'autre indicateur qui permet de choisir les graminées sur terrain de sport, c'est sa façon d'arroser ou de ne pas arroser. Ça peut être un choix. Posez la question, est-ce que chez nous c'est pertinent de ne pas arroser un terrain? Je peux vous répondre, pour certains usages, ce n'est pas la peine de l'arroser. Et est-ce que le terrain sera beau et vert au mois d'octobre? Je vous répondrai oui, à condition de l'avoir configuré pour être stressé l'hiver et à condition d'avoir semé les plantes, d'avoir semé les bonnes plantes et de les avoir bichonnées, entre guillemets, avant l'été pour qu'elles passent mieux l'été et ensuite repartir à l'automne dès que les pluies arrivent. Mais tout ça est commandé et piloté par les exigences de la plante. Donc c'est bien là le discours, c'est que le végétal est au cœur du système. Si là effectivement je me trompe d'espèce, je mets la mauvaise espèce, celle qui est communément utilisée sur terrain de sport, mais derrière, forcément, quelques mois après, j'ai des déboires. Entretien mécanique, entretenir un terrain de sport, ça nécessite d'être équipé. À partir de là, c'est un élément qu'il faut aussi prendre en compte. Mais là aussi, ça se prend en compte pour proposer des espaces qui correspondent au mieux aux standards exigés par le sportif. Si on veut pérenniser une plante, messieurs, dames, excusez-moi, il faut la nourrir. C'est comme si je veux pérenniser un bonhomme, il faut qu'il mange. Donc la nutrition du végétal est au cœur du système. Si je veux garantir une plante plus résistante aux agressions en hiver, je vais devoir la configurer pour qu'elle résiste à ces agressions. Donc du coup, je vais devoir la conditionner au moment où elle est en croissance, maintenant à l'automne plus particulièrement, pour justement qu'elle supporte les agressions. D'accord? Donc un terrain de sport, ça se nourrit, mais ça se nourrit de façon raisonnée. Ça se nourrit de façon fractionnée. Ce n'est pas 60 kg d'azote à l'hectare chaque fois que j'apporte de l'engrais, c'est saucissonner le besoin de la plante pour lui garantir une nutrition la plus régulière et du coup la rendre plus rustique. Et enfin, au cœur du système,
la gestion de l'eau. Alors clairement, on arrose trop nos terrains de sport. Pour ceux qui ont l'arrosage, vous les arrosez beaucoup trop. Le premier axe à investir, quand on veut rentrer dans une démarche éco-responsable, c'est mieux arroser. Connaître le besoin de la plante. Connaître la capacité du sol. Savoir quelle quantité d'eau je mets chaque fois que j'appuie sur le bouton. Si je fais un tour de table ici, des gens qui ont des arrosages automatiques, que je vous dis combien d'eau vous apportez par arrosage, vous allez me répondre 20 minutes, ou demi-heure, ou 3/4 d'heure. Ça ne répond pas à ma question. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quelle quantité d'eau, quelle pluviométrie j'amène au mètre carré chaque fois que j'appuie sur le bouton. Et c'est ainsi que je rentre dans une démarche agronomique de gestion de l'eau, et ainsi je vais favoriser l'ancrage de mes plantes et je vais favoriser surtout beaucoup moins de risques pathologiques, de maladies. 95% des maladies que l'on a en été sur terrain de sport sont liées à une mauvaise gestion de l'eau. Je vous le dis à tous, Sclerotium rolfsi, que certains connaissent, les pythium. Ah, je suis obligé de traiter mon terrain, j'ai de la maladie. Ben ouais, si on a de la maladie, c'est qu'on n'a pas été bon. Désolé de vous le dire, quand on a de la maladie, on n'a pas été bon. Donc c'est justement les causes qu'il faut aller chercher, et après il faut revenir sur ces fondamentaux de l'agronomie, pour limiter le risque maladie. Critères de choix. Quel graminé? Pour quel espace? Pour quel usage? Le terrain de futur stade de Bordeaux, est-ce que je lui mettrai les mêmes plantes que je vais mettre à Pouillastruc ou à Sarancolin? C'est les questions qu'on se pose. Et pour autant, c'est souvent les mêmes. Mais après, ce qui va changer, c'est la façon dont on les manage. Vous avez les mêmes graminées sur les terrains de tennis de Wimbledon que vous avez à Orléans pour regarnir les terrains. Donc voyez, aujourd'hui, cette technologie végétale vous est proposée. Tout ça est très bien encadré. La sélection est au cœur du système. Il existe en France donc un catalogue des usages depuis 1972. La France est le seul pays de l'Union à prendre en compte une valeur agronomique et technique au niveau de leur matériel végétal par rapport à des usages terrain de sport. L'une des priorités, c'est limiter les intrants, limiter l'utilisation du phyto, limiter l'utilisation d'eau, limiter la production de matières sèches. Mais sur terrain de sport, c'est exactement les mêmes problématiques. De dire si on utilise ou si on a une stratégie végétale de telle sorte, est-ce que je vais réduire mes fréquences de tonte? Est-ce que je vais réduire mes quantités de matières sèches exportées, c'est-à-dire de déchets de tonte? La réponse, elle est oui. Elle est oui, à condition effectivement de mettre en œuvre une stratégie de maintenance adaptée. J'ai entendu parler de mulching. Super le mulching. Tout à fait, mais après il faut configurer la plante au mulching. Il faut configurer sa hauteur de tonte. Moi j'entends, oui, il faut tondre ras, il faut tondre ras. Tout le monde, le président du foot, l'entraîneur, tout le monde va dire, il faut tondre ras. C'est une erreur fondamentale. Plus vous tondez ras, plus vous dégommez des plantes. Plus vous dégommez des plantes, plus il y a de mauvaises herbes. Plus il y a de mauvaises herbes, plus vous devrez sortir le pulvérisateur. Premier enseignement, remonter les hauteurs de coupe. Par contre, tondez avec une fréquence régulière pour garantir une capacité de talage du gazon, c'est-à-dire une densité qui autorise une roulée de ballon qui soit optimale. D'accord? Et ça, il y a des règles de tonte. OK? Vous voyez? C'est toute cette stratégie à mettre en place. Et pour l'instant, vous n'avez pas mis grand-chose, vous n'avez pas touché beaucoup au budget de la commune. Hein. C'est uniquement faire appel aux fondamentaux de l'agronomie, adapter le végétal à son milieu. Vous avez, sur l'outil informatique, un guide en fonction de la destination de votre gazon. Donc nous, pour la thématique du jour, c'est les terrains de sport. Mais je vais chercher dans l'usage sport, au sein d'une même espèce, donc là on voit c'est les règles anglais, les critères qui me correspondent. Exemple, si je cherche une composition résistante à la sécheresse parce que l'été j'ai un accès limité à l'eau, voire je n'arrose pas. L'un des critères majeurs que j'entrerai dans ma sélection, c'est bon comportement estival. Tous ces outils-là vous permettent d'être plus dans la sélection. Mais ça, pour moi, ce type d'outil est essentiel. Choisir les plantes, choisir les espèces en fonction de leur usage.
je vous parlais tout à l'heure, j'arrose pas, mais c'est peut-être de la fétuque élevée que je mettrai en œuvre. La palette végétale doit être adaptée aux conditions agroclimatiques et au type d'entretien ultérieur qui sera mis en place. La densité du gazon et l'utilisation d'espèces et de variétés de qualité est un moyen de renforcer la résistance aux différents stress imposés à la couche de jeu. Donc, en terrain de sport, le rôle du gazon et du végétal est essentiel. Du coup, il ne faut pas galvauder son choix. Et le choix se fait par rapport, non pas au standard, mais par rapport, vous, à vos espaces sportifs. Quel niveau, enfin, pas quel niveau sportif, mais quel moyen d'entretien. C'est quoi comme terrain? Est-ce que c'est un terrain qui a été nivelé à une époque, drainé de façon agricole et juste semé? Ou est-ce que c'est un terrain réalisé dans les règles de l'art il y a quelques années? C'est deux façons de gérer aussi différentes. Mais tout ça, il faut le prendre en compte ensuite dans sa stratégie végétale. Voilà les 3 espèces de prédilection pour les usages terrains de sport: les raies gras, les pâturins des prés, les fétuques élevées. Raies gras, c'est l'espèce de prédilection qui s'installe le plus rapidement, qui se comporte bien l'hiver. Les pâturins des prés, plutôt exigeants en nutrition et en eau, donc ce n'est pas forcément l'espèce que je dédierai sur des espaces où plutôt je veux être dans une démarche extensive, parce que c'est une espèce assez exigeante en termes de nutrition et d'apport hydrique. La fétuque élevée, enfin, pour des usages plus ou moins intensifs, c'est une espèce très pertinente en terrain de sport, à condition de lui laisser le temps de s'installer. Donc là, c'est pareil. Vous dites, je sème de la fétuque élevée, très bien. Mais pendant un an, vous n'allez pas sur le terrain. Voilà. C'est effectivement les choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Il faut respecter ces fondamentaux-là, sinon, c'est sûr, ça ne marche pas. Donc après, on a d'autres solutions proposées, mais c'est souvent des solutions par défaut. Donc parfois, effectivement, il faut se poser les bons problèmes et revenir sur ces fameux fondamentaux et respecter les exigences végétales. Vous avez là une fétuque élevée, voilà, sa force et c'est son potentiel racinaire. Pour avoir ça, il faut effectivement avoir un sol bien configuré et il faut aussi avoir une gestion de l'eau appropriée. Vous avez ici un terrain de bon niveau qui est infesté de taches plus claires. Là. Et ça, c'est en terrain de sport considéré comme une mauvaise herbe. Ça s'appelle le pâturage annuel. Mais là, effectivement, du pâturage annuel sur ce type d'ouvrage, on en a souvent. Et je serais tenté de dire, et alors? Ça ne va pas empêcher, je ne sais pas quel joueur de L1 de marquer un but. La seule chose, c'est pas très joli. Bon, et alors? Et alors? Vous voyez, c'est aussi culturel tout ça. C'est aussi culturel. Mais sur les terrains de sport, c'est très culturel. Ah, il faut un billard. Mais pourquoi il faut un billard? On va, du foot, il s'en fera. On peut avoir de beaux terrains sans forcément être dans des pratiques intensives. Et ça, s'il y a bien quelque chose que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, c'est ça. Pour entrer dans l'aspect sélection et évolution, quelques chiffres. Donc, c'est une étude conjointe de l'INRA et de la CVF. Donc, sur les raies gras, qui est l'espèce la plus utilisée sur terrain de sport. Bon. Aspect esthétique général, globalement, en disant, vous avez une évolution, un progrès génétique qui est relativement pertinent. Donc on a des plantes qui sont plus jolies. C'est la réalité, et c'est la réalité scientifique. Parce que moi j'aime bien les machins, et oui peut-être je sens que... Non, là on est dans la science. Densité, pareil. Lutter contre les adventices, c'est favoriser la densité des couverts herbacés. On est d'accord. Si j'ai un couvert herbacé qui est dense, forcément j'aurai moins de pissenlits, de trèfles et autres adventices. Favoriser la densité, c'est favoriser des espèces plus denses, tout simplement. Les semer et ensuite les manager pour qu'elles restent denses. Là, on est en sélection sur les parcelles, sur des parcelles en pépinière. Vous voyez, cette plante du milieu, elle est beaucoup plus dense que les autres. Mais celle-là, on va essayer de voir ce qu'on peut en sortir. C'est le travail du sélectionneur. Tolérance au piétinement, pareil, une progression notoire. 0,45 points, ça peut vous paraître très abstrait. À l'échelle d'un gazon, c'est beaucoup. À l'échelle d'un raies gras, c'est une progression qui est importante. Juste pour votre info, voilà l'outil de torture en bas à droite qu'on utilise pour piétiner les gazons. Vous allez dire, résistance au piétinement, ils font comment? On utilise un outil qui piétine artificiellement les gazons pendant une saison sportive et puis on regarde ce qui reste à la sortie. Quand on vous dit cette variété résiste plus au piétinement que celle-là, ça a été testé de cette façon-là. On reproduit la fréquence des piétinements d'un gazon sportif comme vous les avez dans vos collectivités. Résistance aux maladies, pareil, évolution marquée. On a des variétés beaucoup plus résistantes aux maladies aujourd'hui.
Là aussi, quand je sélectionne, quand j'achète les gazons, ben, c'est un critère que j'intègre dans mes notations pour attribuer l'achat, m'attribuer mon marché. J'intègre cette notion-là, résistance aux maladies. Là, vous voyez, c'est inversé. On voit bien que la vitesse de pousse décroît au fil des années, et tant mieux. Moins de pouces, moins de vitesse de pousse, moins de production de matière sèche égale moins de tontes. Vous avez ici donc un tableau de synthèse sur tous les aspects pertinents en termes de gazon, aspects esthétiques, etc. Et pour terminer, effectivement, ce modèle de développement écologique et raisonné sur terrain de sport existe. Ce modèle s'appelle pelouse sportive écologique. C'est un modèle que j'ai porté avec un groupe de travail qui réunissait les représentants des collectivités, les fédérations, les ligues nationales de sport, le ministère de l'écologie, celui de l'alimentation et de l'agriculture. On a pondu un cahier des charges. Ce cahier des charges est abrité dans une démarche qui s'appelle pelouse sportive écologique. Cette démarche est inscrite dans la stratégie nationale du développement durable, dans le défi numéro 6, biodiversité. Okay, donc vous voyez bien que terrain de sport et biodiversité, il y a des actions. Cette démarche-là ne s'arrête pas au rectangle vert, s'arrête à l'échelle de l'établissement sportif. Vous montrez quelques photos. Un équipement sportif ne doit pas être une barrière à la biodiversité. Un équipement sportif doit accueillir la vie. Aujourd'hui, on est capable de faire ça. Vous êtes capable de faire ça, sans problème. Ici, centre d'entraînement du Stade Toulousain, équipement sportif, rugby, 100% de l'espace, c'est zéro phyto, depuis 4 ans. Et pour autant, c'est les pros, ils ont quand même des exigences. Et si la pelouse part à volo chaque fois qu'il faut une mêlée, je pense que certains ne seraient pas très contents. Donc tout ça pour vous dire que c'est possible, et c'est possible à toute échelle, à condition d'être dans une démarche transversale, dans une démarche intégrée, dans une démarche qui fait appel aux fondamentaux de l'agronomie et au bon sens.